Salut Greg, comment tu vas? Salut, super. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. C'est cool de prendre du temps pour ça. Donc la dernière fois, on a fait un podcast qui était très lié au côté professionnel, où on donnait de l'information pour les clients. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un concept un peu différent, qui va être plus un partage de ta vie, disons, de ta vie où il y a eu plusieurs chapitres ici au Portugal. Et donc le but, c'est d'informer les personnes et aussi que tu puisses inspirer certains ou que certains vont se reconnaître à travers ton histoire. Et je trouvais ça hyper sympa de faire ça comme ça. Ah, super. Les amis, j'espère que vous avez 5 heures, parce qu'on est parti. Non, avec plaisir. On va voir comment partager un maximum et Super. en essayant vraiment de toujours penser pas seulement à partager mon expérience, mais à essayer d'aider ou inspirer ou donner des idées aussi. Parfois, j'aime aussi partager pas seulement ce qui est bien, mais aussi les côtés un petit peu plus difficiles de l'expérience qu'on a vécue ici. Et souvent, c'est ça qui aide le plus, c'est quand on partage les côtés difficiles. Ouais, c'est vrai. On sait que des personnes vont se reconnaître dans le difficile, mais aussi, j'espère, vont écouter pour apprendre de ça. Et... Bien sûr. Et puis si on est là encore aujourd'hui, c'est que malgré les difficultés, on se plaît et on est bien, donc il n'y a pas de problème. Hein, c'est ce qu'on se disait, ça fait presque 10 ans qu'on est au Portugal. C'est vrai. Le temps passe. Donc je vais te présenter rapidement. Donc Greg, on s'est connus à travers le travail au tout début quand je suis arrivé au Portugal. C'est vrai. C'est grâce à toi que j'ai commencé l'immobilier. Aujourd'hui, on est des amis. Et donc voilà, je vais essayer de te présenter. Arrête-moi s'il y a des choses à dire ou s'il y a des erreurs. D'accord. Donc Greg, tu es franco-portugais, d'un papa portugais et d'une maman française. C'est ça. Tu as grandi en France, fait tes études en France, tes études d'ingénieur en France et aux États-Unis. Strasbourgeois. Attention. Tu as commencé ta carrière pendant 10 ans en travaillant dans une grande entreprise, dans le corporate. Et tu faisais en même temps tes premiers investissements immobiliers. Oui. Donc, tu as été baigné très tôt aussi dans l'immobilier parce que ta maman était agent immobilier ou est encore agent immobilier. Et encore agent, ouais, j'ai été encouragé très jeune à commencer à investir. Ouais. Et ça, franchement, c'est un cadeau parce que plus vrai. tu commences jeune, mieux c'est. C'est un super conseil. Et en 2016, tu as décidé de revenir à tes amours, de venir acheter une maison au Portugal. Donc 2015-2016, c'est vrai que c'est encore assez tôt. Oui, c'était assez tôt. C'était le début de la vague, mais on ne la voyait pas encore venir à ce moment-là. Et donc, voilà, tu as décidé d'augmenter en plus le risque d'acheter une maison en construction. Tu nous en parleras un petit peu tout à l'heure de ce processus. Voilà, tu as commencé aussi à partir de ce moment-là de te rendre compte des difficultés, que ce soit sur l'achat ou soit de suivre un projet en construction. Ouais, c'est vrai. Et alors, cette expérience, tu t'es inspiré de ça pour te dire, bah tiens, si je crée une entreprise pour aider des personnes à s'installer au Portugal. C'est ça, c'était en fait le début de l'aventure. Et comme tout entrepreneur, souvent, on part d'une expérience personnelle et on en crée un business. Et c'est typiquement ce qui m'est arrivé là. À l'époque, j'étais à la recherche, disons, d'une reconversion d'une idée et elle est venue à travers ton expérience de vie. Ouais. Donc, par la suite, tu as continué, tu as eu cette entreprise, tu as continué à investir, tu as continué à faire des projets de construction, soit par la suite en tant que marchand de biens ou pour toi personnellement. Je pense qu'on reviendra sur les deux cas. Et puis, aujourd'hui, tu vis pleinement de ta passion, c'est ça. ou tu vis pleinement ta passion plutôt, qui est improbable. La danse. La danse, ouais. Oh, une autre reconversion en fait. J'ai plusieurs vies dans une vie, on pourrait dire, et effectivement, je suis dans une phase où je suis vraiment dédié à un côté artistique qui m'est venu tardivement et j'aurais jamais imaginé ça, mais c'est du pur bonheur. Ah, c'est génial. J'aimerais qu'un peu plus tard, on y reviendra et que tu nous partage aussi ça parce que je trouve que c'est un côté génial de ton aventure de vie. Écoute, j'aimerais qu'on commence par le commencement, que tu nous partages un petit peu ton côté portugais. Donc depuis très jeune, tu viens au Portugal avec tes parents. Est-ce que tu peux nous partager justement un petit peu ça et ce qui t'a fait connaître le Portugal et donner le goût pour la suite de ta vie? Donc moi, en fait, je fais partie, disons, de la 3e génération d'immigrants. Donc c'est mon grand-père qui est arrivé en France à l'époque de Salazar. Il était un petit peu en train de fuir le régime. Et donc, mon père est arrivé en France à l'âge de 4 ans.
Ok. Donc déjà, ça crée un petit peu une configuration intéressante parce qu'à l'époque, les immigrés en France, surtout avec la culture portugaise ou italienne ou espagnole, la tendance, c'était plus d'essayer de cacher et d'arrondir les origines. Okay. Voilà, donc en France, on n'était pas très fiers de dire voilà, j'ai des origines portugaises. On essayait plus de s'intégrer au maximum. Okay. Et donc, implicitement, ça veut dire que moi, quand j'ai grandi, j'ai jamais appris à parler portugais. Okay. Et on a reçu une éducation 100% française. Donc même toi, ta génération, tes parents essayaient de faire en sorte que ça soit un peu caché, ce côté portugais. Et surtout, en fait, je pense que l'intention, c'était clairement de surtout pas dévier mon parcours et essayer de me donner les meilleures chances dans l'éducation française et dans le système français. Mais je pense que ma situation est bien spécifique parce qu'attention, il y a une grande différence entre les enfants d'immigrés qui ont un père et une mère portugais et moi qui ai une mère française et un père portugais. Donc à la maison, ça parlait français à 100%. Pour moi, le portugais, à l'époque, quand j'étais plus jeune, et donc on venait au Portugal tous les étés, le voyage en voiture, vraiment le classique. Et donc moi, je me souviens d'été où je passais du temps en famille à pas comprendre un mot de ce qui était en train de se dire. Ton père parlait portugais ? Parlait portugais avec ma grand-mère, avec sa famille et tout ça. Et donc nous, on était toujours un petit peu déconnectés de ça. Donc je pense que indirectement, de manière subconsciente, j'avais envie, moi, de reconnecter avec finalement une partie de moi. Et donc, il y a dans cette initiative de retourner au Portugal, il y a un retour aux sources et il y a une redécouverte de finalement une partie de mon sang qui est portugais, mais que j'avais jamais vraiment exploré. Et j'avais envie assez jeune, tu sentais que ça... Je pense que oui. Je pense que moi, j'ai plus, comme je suis l'aîné de la famille, j'ai plus ressenti ce besoin de retourner aux sources et de me découvrir. Parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui restait endormie dans ma première partie de vie. Et quand j'allais au Portugal, je la sentais un petit peu s'éveiller. Je me ressentais un peu plus à l'aise, plus fort. Et j'ai eu envie d'explorer ça. Génial. Et donc, c'est ce qui t'a amené à dire, je saute le pas, je retourne vivre au Portugal. Donc, tu es revenu donc, régulièrement jusqu'à l'âge où tu as décidé de venir habiter ici. C'est ça. Et tu as eu un déclic où tu t'es dit, allez, je saute le pas parce que, voilà, pour une qualité de vie, pour... C'est exactement ça. En fait, donc, voilà, les investissements immobiliers, j'ai commencé assez tôt. Et rapidement, j'ai diversifié mon portfolio. En France, au début J'ai commencé en France. J'ai commencé à investir sur 4-5 biens. J'ai maximisé, en fait, les investissements que je pouvais faire au niveau des banques. Donc, voilà, j'empruntais pour pouvoir investir dans du locatif. Ensuite, quand j'ai changé de boîte, je suis parti en Angleterre. J'ai continué l'expérience, donc j'ai réussi ensuite à emprunter en Angleterre. Je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait changer de pays et repartir dans une aventure d'emprunt. Et donc, dans la même logique, j'ai dit, à l'époque, je n'avais pas prévu d'aller au Portugal. Je me suis dit, si déjà je suis en train d'investir maintenant plus à un niveau européen, c'était avant Brexit, et j'ai dit, on va investir au Portugal. Et donc, rebelote, en fait... Pendant un voyage pour l'anniversaire la fête d'anniversaire de ma grand-mère, le jour avant de rentrer en Angleterre, je dis tiens, on va visiter un petit peu une agence, on va voir ce qu'il y a. Et avec l'intention d'investir, mais plus dans soit un rendement locatif, soit une petite maison de vacances. Comme un peu, je pense, beaucoup d'expats pensent. Je vais m'acheter une maison, ça va être mon pied-à-terre au Portugal. Et donc, c'était l'idée de départ. Et même ce côté, toi, tu connaissais déjà, mais le côté de venir au Portugal, parce qu'il y a des amis, parce qu'il y a un mariage, parce qu'on a entendu parler... Souvent, ça déclenche ce petit coup de cœur de là, il faut qu'on... Je pense qu'on a tous eu ces petites étincelles de lumière en disant si je pouvais avoir quelque chose ici, ce serait génial, oui. On pourrait inviter des amis, on pourrait partager, on pourrait faire un petit peu de locatif. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée de départ que, d'ailleurs, je pense ensuite, on a retrouvé à travers beaucoup de clients, à travers beaucoup de Français. C'est vrai. Et donc voilà, donc tu trouves cette maison, tu tombes sur une maison, Alors, c'est une aventure, C'est une aventure, c'est pas si simple. Donc l'histoire, je suis le jour avant le départ. Tiens, on va chercher une agence, voir ce qui se passe. Mais il faut s'imaginer, en 2000, donc ça c'était 2015. En 2015, il y avait 10 fois moins d'agences immobilières au Portugal. J'ai vu vraiment le réseau d'agences
en volume explosé. Et donc, pour vous donner une idée, moi, j'étais à Costa da Caparica et on s'est baladé pendant une demi-heure. Et il n'y avait pas moyen de trouver une agence. Pas moyen. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais, il n'y a pas moyen. Et moi, c'est ça. Maintenant, elle s'aligne dans les rues. Mais à l'époque, et moi, je venais de Londres. À Londres, c'était déjà bien développé. Donc, c'était une évidence. Et je dis, mais mince. Déjà, en fait, c'est le premier déclic. Attends, il n'y a pas d'agence. C'est pas possible. Et ensuite, quand finalement, en fait, ce qui se passe, on abandonne. Donc, je dis, ouais, laisse tomber, on va manger. Et on part sur la route de Fondetelha, on va pour manger. Et pour ceux qui connaissent Costa, ils vont se reconnaître. Dans le fameux rond-point à la sortie de Costa, avant de passer sur la route des plages, à gauche, il y a une agence ERA. Elle était déjà là à l'époque. Et hop, je me mets de côté, je me gare vite fait. Et je dis, bon, bah, on va jeter un coup d'œil. Et c'est comme ça qu'en fait, voilà, j'arrive dans l'agence, je dis bonjour, je suis un petit peu curieux, j'aimerais voir ce qui se fait. Donc, on est reçu, ils nous montrent 2-3 biens. Il n'y a vraiment rien qui m'accroche. Ils nous montrent 2-3 terrains, des projets un peu bizarres. Tu sais, comme on peut en trouver parfois au Portugal. Des trucs qui ne correspondent pas du tout à ce que je recherche. J'ai l'impression que l'agent, il n'écoute rien de ce que je dis et qu'il essaye juste de me vendre un truc pour me vendre un truc. Ce qu'il y a dans le portefeuille. Voilà. Donc, voilà, on passe 1 heure. Après, on commence un petit peu à stresser parce que le temps passe. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Oh, laisse tomber. Et là, on sort de l'agence et en passant avant la porte de sortie, à gauche, je vois une brochure. Et là, je vois une photo d'une maison, mais vraiment qui est magnifique. Et je prends la brochure, je regarde et je dis à l'agent, mais attends, mais c'est exactement ça que je te disais. Ils n'avaient pas encore l'habitude de mettre ce genre de maison en avant. Je ne sais pas, honnêtement. Moi, je pense que peut-être qu'à l'époque, il y avait aussi une histoire de commission. Parce que tu sais bien que les agences, parfois, ils ont, si c'est un bien qui est en direct, ils vont peut-être avoir le double de commission. Donc peut-être qu'il y avait un peu de ça. Mais on reviendra aussi sur cet aspect un petit peu méfiant de nous, les expatriés, qu'on a envers les Portugais. Donc je ne sais pas si c'était juste une erreur ou une intention. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je lui montre ça, il y a un clic, il y a l'agent qui me dit... Ah oui, j'avais pas pensé à ce projet. Effectivement, ça correspond. Pas pensé à ce projet qui correspond exactement à tes... Eh ben oui. Et donc voilà, ça c'est comme ça. Disons ça, c'est une petite partie de l'histoire de comment j'ai trouvé le bien dans lequel j'allais investir et qui allait changer un petit peu le cours de ma vie. La vie, quoi. Ouais, c'est ça. Souvent, faites attention, ouvrez les yeux sur les brochures avant de sortir. Non, mais c'est vrai que souvent, on commence avec une intention, on a un besoin, un désir, et puis ça marche pas, mais en fait... Il y a quelque chose qui vient au milieu du chemin. Il faut passer par ça souvent pour qu'il y ait un rebondissement et que là, on trouve ce qu'on veut. Donc, et je pense que c'est un petit peu une des règles ou disons un des apprentissages que je peux vous transmettre. C'est, je pense qu'au Portugal, si vous partez avec l'intention de réussir du premier coup, vous allez souvent être déçu et frustré. Et je pense que il vaut mieux au Portugal essayer les choses plusieurs fois pour tomber sur la bonne. C'est vrai. Ça, je pense que c'est un bon conseil. Et bon, là, tu parles de Costa, tu parles d'Arroeira. À l'époque, Lisbonne Sud, je veux dire, aujourd'hui, nous, on reçoit des coups de fil où les personnes connaissent cette zone et veulent venir s'installer parce qu'il y a des amis, parce qu'il y a de la famille. Enfin, on pourra en reparler après du boom de cette zone. Mais toi, quand tu es arrivé en 2015... 2016. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a fait investir dans cette zone ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? C'est vrai. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. À l'époque, c'était une folie. C'était véritablement une folie. À l'époque, si tu cherchais un petit peu les coins chics et réputés où investissaient les étrangers, c'était Cascais. Ouais. Il y avait rien d'autre sur la carte. Ouais, où là, on parlait de l'Algarve un peu, qui était... Oui, bien sûr, mais disons dans la région de Lisbonne, il y a vraiment... donc voilà. Effectivement, l'Algarve, les autres options. Mais si tu veux, moi, j'arrive et je dis, bon, ce que j'aime, moi, au Portugal, c'est le beau temps, c'est la plage, c'est l'idée de vacances, de bien-être. OK. Deuxième critère, moi, je vais faire des va-et-vient. J'habite en Angleterre. Et il faut que je sois proche de l'aéroport. Et il faut que ce soit un grand aéroport. Je ne peux pas aller en bas en Algarve, Faro. C'est pas assez fréquent et accessible. OK. Bon, j'aime bien Lisbonne parce que j'ai pas mal voyagé dans ma vie. Et c'est vrai qu'au niveau de la distance entre l'aéroport et le centre de la ville, à Lisbonne, on est bien. On est bien servi, il y a des accès, c'est assez facile. OK. Donc, ça va être près de Lisbonne, mais avec
un côté balnéaire. Okay. Bon, il n'y a que deux choix. Hein. Tu vas à Cascais ou tu vas dans la fameuse Margem Sul. Et moi, il se trouve que ma grand-mère, et là, on commence à mêler le personnel et le destin et le business, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que ma grand-mère est d'Almada. Okay. Donc, Margem Sul. Donc, moi, je connaissais bien Almada. Mon père est né à Cova da Piedade, là où aujourd'hui il y a le Mercado da Rumeira. Mon père est né en face du Mercado, dans un de ces immeubles qui est aujourd'hui complètement abandonné. Et donc là, moi, avec mon côté un petit peu intuitif... et aventurier. Je dis, ah non, mais ça, c'est un signe. Il faut, voilà, j'arrive ici à joindre tout. Et donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait aller du côté d'Almada, mais plus près des plages. Et Costa... Rapidement, je me rends compte sur le marché, Costa, c'est pas l'endroit rêvé pour acheter une maison. Exact. C'est bien pour des apparts, faire peut-être un investissement Airbnb, mais à l'époque, je me disais, comme dit, c'était et un investissement et un plaisir personnel. Donc, il fallait que ce soit une maison qui me plaise et qui me donne envie d'aller en vacances. Et donc, j'ai rapidement compris que Costa, c'est pas une option. Et donc, par déduction, Almada, il n'y a pas de plage. Costa, tu n'y es pas. Tu vas un peu plus à l'ouest, on va dire. Et rapidement, tu tombes sur Fonda Telha, qui est une plage que je connaissais, que j'adorais, où il y avait au Retiro do Pescador. Tu connaissais déjà la plage? Oui, on connaissait parce qu'on y allait. Moi, j'ai des souvenirs de Fonda Telha quand j'étais tout petit, avec les vagues, la plage des vagues. Et l'Avenida do Mar, moi, je me rappelle, la grande avenue là, qui était blindée de voitures en été. Et nous, petits, à dire, c'est quand qu'on arrive? Et après, pour se garer, c'était un bordel. Parce qu'encore aujourd'hui, ils ont construit des parkings. Mais je peux vous garantir qu'il y a 20, 30 ans, aïe, c'était vraiment un enfer. Mais donc, je connaissais. Et voilà. Donc, en fait, je pense aussi que dans mon histoire, et je suis sûr que pour ceux qui nous écoutent, ils vont se reconnaître. Souvent, il faut réussir à joindre un petit peu les petits bouts d'informations personnelles, votre vie, ce qui se passe, ce que vous connaissez, ce qui vous parle. Et en fait, quand tu rejoins tout ça, tu arrives un petit peu à trouver ton chemin. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait pour un peu tout, en fait, tout ce que je fais. Et voilà, ça t'a amené à avoir... et voilà. À vivre au Portugal. Comment c'est ta vie au Portugal? Je signe. Je signe pour un projet de construction au Portugal. Et dans la voiture, l'agent il me dit, au fait, mais t'es étranger. Je crois que t'as des avantages fiscaux si t'investis au Portugal. Bon, il va falloir que je regarde ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le RNH, dans une discussion. Sur le tas, quoi. Ouais. Et justement, par rapport au fait que tu aies choisi un projet de construction, donc voilà, c'est une partie de ton aventure d'augmenter les risques, mais pour avoir exactement ce qui te correspondait. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu quelles ont été les difficultés, et après on en parlera, qui t'ont amené à lancer le business que tu as lancé, mais quelles ont été les difficultés justement dans ce processus entre le moment où tu signes et tu dis bon, j'ai signé un compromis de vente, peut-être sans trop savoir où tu t'engageais, et après jusqu'à la fin de la construction de ta maison. Ah, c'est clair. C'est une aventure, réellement, et je pense que j'étais loin de m'imaginer dans quoi je m'engageais. Et c'est bien, tant mieux. Des fois, il faut se lancer, les amis. Il ne faut pas trop réfléchir à si ça va bien se passer ou comment ça va se passer. Bien sûr, il y a de l'argent en jeu et tout ça, mais c'est comme ça aussi qu'on accomplit des choses. Donc là, je me lance sur un compromis. Première surprise. OK, je dois payer 20%. Donc à l'époque, ça marchait comme ça. On sortait de la crise de 2008. Les constructeurs n'étaient pas en position de force comme aujourd'hui. Et donc, les constructeurs étaient avides de gagner des clients, de gagner des projets. Et donc, c'était à eux d'avancer les fonds. Parce qu'il n'y avait plus de situation de confiance, en fait, entre les investisseurs et les constructeurs. Et donc, je comprends que le système, c'est tu donnes un acompte de 20% et le reste à la livraison de la maison. Donc déjà, moi, ça me plaît beaucoup en termes de sécurité, parce que finalement, le risque, il est minime. Et l'investissement en capital, il est minime. Ouais, et puis tu sais que les constructeurs vont avoir besoin d'avancer parce qu'au final, ils vont avoir leur capital à la fin et que les 10-20%... Voilà. Donc ça, c'est pas mal, mais c'est une première surprise. Et c'est ce qui va ensuite m'inspirer à investir plus, puisque finalement, tu mets 20% du capital, tu attends que le bien il soit construit, tu arrives à faire une plus-value intéressante et en investissant un minimum. Est-ce que tu mesurais le fait que le constructeur puisse faire faillite et que tu puisses perdre la totalité de cet argent ou... Absolument, non, absolument. J'étais pas innocent à ce point, on va dire, à l'époque. J'étais tout à fait conscient de ça. Tu choisis une entreprise qui a un certain vécu. Bien sûr. Voilà, ils étaient là depuis 12 ans, donc ils n'ont pas fait faillite, ils ont survécu à la crise de 2008. OK,
Il y a la banque aussi qui est derrière en soutien, qui finance. Il y a une agence pro. Ouais, j'avais des éléments qui me disaient quand même, on n'est pas ici sur une situation avec un individu qui fait ça dans son coin. Mais il y a un risque clair. Et quand j'en parle autour de moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « T'es fou, t'as donné 20%, t'as rien, c'est un terrain. » C'est mieux d'en parler après, en fait. Parce que si t'en parles et que tu commences à questionner la famille, les amis proches et d'autres personnes, tu fais rien. Ça se discute. C'est vrai que, bon, tu fais quelque chose, tu prends un risque et ça te réussit. Ah bah, t'en parles fièrement ensuite. Tu prends un risque et ça se termine mal. Les gens, ils vont rapidement te dire « Ah, je t'avais dit, c'est du n'importe quoi. Non, mais il faut que tu apprennes, il faut que tu grandisses. » Moi, je trouve que, voilà, fais attention à qui tu partages et sois prêt à recevoir des commentaires qui ne vont pas te plaire. Mais en fait, il faut faire notre truc. Et puis, surtout quand tu es entrepreneur, il ne faut surtout pas chercher l'approbation des autres, puisque, par définition, un entrepreneur, il pense différemment. Donc, tu ne vas pas être compris. Voilà. Bon. Ensuite... Donc, première surprise, l'aspect capitalistique, investissement, très bien. Bon, j'habite en Angleterre. Je suis chef de projet, même à l'époque programme manager. Donc, j'ai l'habitude de tout ce qui est organisation, planning, communication. Je travaille dans les grands groupes. On est tous ingénieurs. C'est génial. OK. Planning de construction, il n'y a pas. Je comprends très très vite en fait qu'on a une bonne communication, tout le monde est gentil, tout le monde est content, tout le monde est motivé. Ton portugais à l'époque était bancal. C'est bien sûr. Ouais. En anglais, on se comprenait à peine, donc je sais pas comment on a fait à l'époque. Mais bon voilà, je me rends compte rapidement que ça va être compliqué, dans le sens où je pense que les intentions sont bonnes, mais je peux pas en fait croire un mot de ce qui est dit. Un mot. Et c'est là où c'est compliqué. C'est pas que c'est du mensonge. C'est du wishful thinking. C'est des gens qui te disent la meilleure version de ce qui peut être parce qu'ils espèrent réellement que ça va se passer comme ça. Sauf que ça se passe pas comme ça. Et en fait, au Portugal, c'est tout à fait commun de revenir sur ta version. Tu vois, si je te dis on se voit demain, le lendemain, je t'appelle à 11h. Alors, on devait se voir. Ah ouais, mais finalement, je peux pas, ça va être que demain, OK ? Et en fait, c'est quelque chose d'assez normal, assez commun ici. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas une question qu'à l'époque. Il faut s'y habituer. Donc, un rendez-vous ici, moi, je me rappelle, le premier rendez-vous à la banque, j'ai rendez-vous avec le directeur de la banque. Rendez-vous à 11h, voilà, j'arrive. Bon, moi, avec les timings, j'ai toujours du mal, mais j'arrive à être à 11h. Petit côté portugais. Et c'est ça. Et j'arrive et le directeur, il n'est pas là. Et donc, je vais... Bon, déjà, tu arrives à la banque au Portugal, tu as une file qui va jusqu'à dehors, tu as peur, tu te dis, qu'est-ce qui se passe là ? Ils retirent tous leur argent, j'ai loupé un épisode. Non, c'est normal, c'est comme ça tous les jours. Et donc, j'arrive finalement à parler à quelqu'un, je dis, écoutez, j'ai rendez-vous avec le directeur. Et oui, il va venir. Mais il est où ? Oh, il est allé prendre un café. Et il est venu 1h30 après. Et là, moi à l'époque, c'était pas possible. Moi, j'ai dû sortir faire des tours autour de la banque. J'étais nerveux parce que j'ai pas l'habitude, moi, d'attendre. Et tu habites en Angleterre, c'est tout, fil du rasoir. Même dans le métro, on fait la queue pour entrer et tout. Tu arrives ici, il y a un manque de structure complet. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce que soit tu es outré et tu rentres pas dans le système, soit tu as cette patience, cette capacité de résilience et cette ouverture d'esprit et tu dis, bon, OK, je vais devoir m'adapter parce que sinon, ça va pas le faire. C'est clair. Et ça fait partie un petit peu de cette première phase de la construction qui est s'adapter, avoir de la patience. Mais en même temps, on ne peut pas être trop gentil. Parce que si on laisse faire, alors ça se détériore encore plus. Donc, c'est finalement trouver cet équilibre entre mettre une certaine pression pour ne pas être oublié ou mis de côté et ne pas abuser non plus au niveau, disons, de demandes excessives qui vont ensuite finalement créer un sentiment un petit peu de conflit qui n'est pas du tout conseillable au Portugal. Exactement. Il vaut mieux toujours rester en bons termes, je dirais ferme, mais collaboratif et sympathique. Exactement. Au Portugal, c'est tout à fait respecté d'être ferme. C'est vraiment quelque chose qui est un petit peu normal. On hausse le ton rapidement au Portugal, mais du moment qu'on le fait avec respect et bienveillance, ça passera. Ce qu'il ne faut pas, c'est commencer à rentrer dans des jeux d'attaque et on le voit, des conflits. Comme on disait, par exemple, avec les délais,
De dire, OK, si dans une semaine, c'est pas fait, voici la sanction. Que je vous envoie un avocat ou par exemple, une clause de pénalité de retard. Alors ça, c'est pas selon moi, mais attention, tout ce que je dis là maintenant, c'est selon moi. Je vais juste pas le répéter 100 000 fois, mais attention, c'est pas du tout la règle universelle, c'est mon expérience. Mais voilà, on va mettre une clause sur les pénalités de retard. Bonne chance, hein. Bonne chance. Parce que, alors, si c'est pour que le constructeur, il respecte à tout prix les délais et que pour ça, il prenne tous les raccourcis du monde et qu'il fasse un boulot qui n'est pas du tout conseillable, juste pour être tranquille, c'est pas la bonne stratégie, les amis. Non, et en plus, en général, la gestion de cash flow n'est pas optimale. Donc, demander des pénalités, ça va amener à rien parce qu'il n'y aura pas de possibilité. Il faut bien se rappeler, on est dans un système qui n'est pas aussi bien organisé et pas aussi solide qu'on pourrait le souhaiter. Et donc, à tout moment, il faut toujours évaluer. Est-ce que ça, c'est une bataille qui vaut le coup d'être combattue? Parce que parfois, j'ai vu des situations où finalement, on tombait dans le cas extrême où notre partenaire en face, par exemple, dans ce cas, le constructeur, se dit, bon, ça vaut pas le coup. Et alors, il abandonne. Ouais. Alors, il va essayer de vous rendre l'argent, il va essayer... Et on finit toujours par perdre. Donc, il faut rester toujours dans le flow du projet et trouver des solutions et être partenaire pour réussir à accomplir le projet. C'est ça. Et donc, moi, rapidement, en termes concrets, je comprends qu'il va falloir que je vienne régulièrement. Voilà, ça c'est, on va dire, la conséquence numéro 1. Moi, je m'imaginais, on va faire ça avec des check-up par email, tu m'envoies des photos. Ton manager de projet. Voilà, quand il y a des décisions à prendre, on s'appelle et tout. Et en fait, je vois que, voilà, Greg, c'est une baignoire ou c'est une douche dans la salle de bain? Non, mais je t'ai envoyé dans le mail la liste avec tous les plans et j'ai mis... Ah ouais, j'ai pas le mail, tu peux me le renvoyer? Le lendemain, au fait, pour la baignoire, non, c'est une douche. Donc là, je comprends. Ok, non, il va falloir que j'y aille. Donc, première décision, y aller une fois par mois minimum. Okay. Deuxième décision, envoyer mon père une fois par mois minimum. Voilà, on a une présence à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc déjà, ça change la vie. Quand tu as prévu de faire ça tranquille à distance, tu te rends compte que tu vas devoir suivre le projet un peu plus, c'est compliqué. Mais c'était inévitable. Il a fallu que j'y aille. Ça te demandait de venir au Portugal, c'était pas désagréable non plus. Non, et puis, chose du destin, plus j'y allais, plus je m'y sentais bien. Je me rappelle de ce jour de novembre où je venais d'Angleterre avec mes habits d'hiver, il pleuvait, il faisait horrible. Et j'arrive au Portugal, j'avais pas un t-shirt. J'avais pas un t-shirt, j'avais que des pulls et tout. Et il faisait tellement chaud que j'ai mis le même t-shirt noir pendant 2 jours. Et en fait, plus on y allait, et plus je me disais, si on loupe l'avion, c'est pas grave. Et là, tu sais que c'est foutu pour toi. Là, tu sais que... Tu comprends le message. Tu es en train de prendre le pli. Et donc, bien sûr, ces voyages à répétition, ils ont aussi contribué à ce que je me sente de mieux en mieux dans la zone, que je découvre un petit peu les restos autour, les gens, et ça. Et donc là, on commence petit à petit, quand je dis on, c'est avec mon ex-femme à l'époque, on commence petit à petit à se dire, la vie ici, ça pourrait être pas mal. C'est vrai que là, on a parlé de quelques côtés un peu négatifs, mais maintenant... Donc toi, tu as réussi à aller jusqu'au bout de ce projet de construction. On va jusqu'au bout. Vous décidez de vous installer. Et là, justement, comment tu vis cette vie portugaise par rapport à ta vie d'Angleterre ou de France, qui était aussi assez stressante, qui avait mauvais temps. Enfin, une liste, on peut la faire assez longue aussi. C'est ça. Et d'un coup, voilà, comment tu te sens quand c'est le bon mot, c'est le soulagement. En fait, ce qui se passe, c'est inévitable. Encore aujourd'hui, moi, je l'ai. Ça fait 7 ans que je suis là et je l'ai encore. Tu rentres dans certains endroits, comme par exemple l'air d'Adaroera, même à Aroera, la plage, et on sent immédiatement ce relâchement, ce sentiment de bien-être, parce qu'on se sent un peu plus proche de la nature. On se ressent un peu plus dans le calme. Et puis, il y a une certaine sérénité à travers le chaos de cette ville. On est un petit peu... à l'ancienne, on retourne. Moi, je vais dans des restos. On a beaucoup entendu ça. On est amis avec la cuisinière, on est reçu comme si on allait chez notre grand-mère. On se sent bien. Ouais. Et tout ça, en fait, on se rend compte que ça fait une vraie différence. Les gens ouverts quand même à parler. Quand on dit va prendre un café, assez facilement, tu t'assois, tu discutes. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je me rappelle d'une fois, à Armad, je devais aller une fois de plus à la banque. Et j'arrive devant la porte.
la banque est fermée, ok. Et puis, il y a cette petite mamie à côté de moi, et elle me dit, ah, mais non, monsieur, la banque est fermée, vous savez, parce que moi aussi, je suis ici à la banque. C'est monsieur Fernando, mon conseiller, mais ils vont rouvrir à 1h30, moi aussi, j'y vais. Et puis, elle marche avec moi le long du trottoir, et puis, comme moi, ah, vous êtes d'où? Ah, vous savez, moi aussi, j'ai un petit-fils à Paris. Et je dis, c'est magnifique, le Portugal. C'est vrai qu'il y a une douceur de vivre au quotidien qui est quand même... Enfin, on l'entend, nous, on peut le dire, mais on l'entend de toutes les personnes qui viennent s'installer ici. Une certaine douceur de vivre et qui fait vraiment, je pense, la différence au quotidien. On sent que voilà, les gens sont aussi plus heureux. Il y a plus de soleil, il y a plein d'éléments, mais c'est quand même... Si, c'est agréable et je pense qu'on a des valeurs humaines qui se ressentent. Moi, en tout cas... Mais je mets un mais, parce que le bémol, c'est il faut savoir passer la première étape, qui est un petit peu cet aspect un peu dur, un peu ferme, même physiquement. Le portugais typique, quand on le voit au premier abord, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr s'il a une bonne intention, s'il est content de nous voir. Mais en fait, si. Mais il faut oser chercher le contact, il faut oser voir ce qu'il y a derrière. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de cœur. Quand tu vois le respect aussi qu'il y a pour les enfants, pour les petits ou pour les personnes plus âgées, tout bête, c'est vrai. À la caisse, tendance à laisser passer. On se laisse passer. Ouais. C'est vrai que c'est... Voilà. Ah ben, la caisse, c'est un super exemple, les amis. Au Portugal, quand une nouvelle caisse s'ouvre, il y a quelqu'un qui dit au micro, la caisse numéro 6 va ouvrir, nous vous invitons à la rejoindre dans l'ordre de la file. Et c'est pas comme en France. C'est pas les gens de tout derrière, ils vont courir pour être les premiers pour passer. Non. Ici, on va tous se regarder. Ah, c'est vous le premier? Ah non, c'est moi. Oh, vous savez quoi? Allez-y, vous avez moins d'articles que moi. Puis ensuite, c'est vous avez acheté une salade? Ah, elle a l'air bonne. Ah, tiens, là. Et en fait, ça c'est super au quotidien. On baigne un petit peu dans une atmosphère plus humaine, avec un peu plus de respect, un peu plus de valeur. Et je pense que ça nous fait du bien à tous. Exactement. Donc, tu as le bon temps et la bonne humeur. Et je pense qu'on ressent tous à un moment donné un grand bol d'air frais, comme si on suffoquait de ça dans nos vies, dans les grandes villes, en France, en Angleterre ou ailleurs. On sent une attraction forte et on se dit « Ah, c'est ça qu'il me faut ». Et on l'a vu à travers beaucoup de clients. Ils le disent, on a gagné des années de vie et tout ça. Donc, toi, après cette expérience, tu as décidé, on y revient, d'entreprendre au Portugal, notamment en aidant les étrangers, du coup, à s'installer. Tu peux nous parler un peu justement de cet épisode de ta vie? Ok, donc on continue l'histoire. Donc à l'époque, corporate en Angleterre, j'ai un déclic. Donc je suis un petit peu à la recherche de sens, un petit peu à la recherche de nouvelles aventures. Il y a cette construction au Portugal où je me sens de mieux en mieux et de plus en plus attiré par ce pays. Et là, poum, annonce. Donc à l'époque, je travaille pour le numéro 2 de la bière au niveau mondial. Et annonce, ok, on vient de signer un accord, on va faire une fusion-acquisition avec le numéro 1. Okay. Et donc là, moi, j'ai un choix. Soit je prends un poste de directeur à New York, soit je prends un chèque. Et pour moi, ben voilà, ça y est. Quand je joins tous les éléments dont je parlais avant, là, tu mets en place tes éléments, tu cherches le sens dans ce qui t'arrive dans ta vie et tu te dis, bon, ben ça, c'est mon opportunité. Et en fait, si tu penses, à l'époque, donc je suis la maison et donc le processus de construction suit son cours, mais c'est un enfer. En termes de communication, en termes de planning, tout est complètement hors de toute structure. Donc, c'est vraiment au jour le jour. On t'appelle, on te fait des questions. Moi, je ne sais pas comment on a choisi, par exemple, les matériaux, les couleurs, les choses. C'était terrible. Par exemple, moi, je voulais un chauffage au sol. Et mon père est là-bas. Un jour, il m'envoie une photo et je vois un conduit de clim sur le plafond. Et je dis, mais c'est quoi ce conduit-là? Je parle au constructeur. Il me dit, c'est pour la clim. Je dis, non, mais moi, je voulais un chauffage au sol. Ah bon? Ah non, c'est trop tard. On a déjà coulé le béton au sol, tu peux plus avoir le chauffage. Mais attends, mais je t'ai écrit ça, on en a parlé encore il y a un mois. Ah ouais, non, mais maintenant c'est trop tard, hein, je peux plus le faire. C'est typique. Tu vois. Et donc en fait, tout ça, moi je prends ma petite pierre de mais je suis chef de projet, moi c'est mon travail d'organiser les choses et de communiquer. Et en fait, petit à petit, je me dis, ce mec-là, en fait, il est top.
travaille super bien. Hein. Vraiment, la maison, elle commençait vraiment à rendre et je me disais, le produit est fantastique. Mais alors, le chemin pour arriver au résultat est terrible. Et donc, moi, en fait, j'ai cette discussion avec le gars, avec le constructeur, parce qu'au fur et à mesure des conflits humains qu'on avait, finalement, on commence à s'apprécier un petit peu, parce qu'il voit que je ne suis pas mal intentionné et je vois qu'il a aussi envie de faire le meilleur boulot possible. Et donc, je lui dis, mais tu te rends compte que si je pouvais un peu t'aider sur la partie marketing, commercialisation, gestion de projet, tu pourrais faire ce que tu fais à plus grande échelle et on pourrait avoir pas mal de succès, surtout qu'en plus, je pourrais un petit peu te donner une aile à l'étranger. Et de fil en aiguille, avec le chèque qui me donne un pouvoir de capital d'investissement et cette connexion, on arrive finalement à discuter autour d'une table et à dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas faire la même chose, ce type de maison, ce type de projet, mais à un peu plus grande échelle. On va se mettre ensemble au niveau capitalistique. Et moi, je vais prendre la charge de la partie commerciale et la gestion du projet. Et tu vas prendre en charge la partie de la construction. Et donc, c'est comme ça que naît l'idée. Et donc, tu parlais un petit peu d'aider les étrangers. Et moi, au fond de moi, dans mon cœur, l'idée, c'est surtout, j'ai envie d'aider les étrangers à pouvoir avoir accès à ce beau produit-là que je viens d'acquérir, parce que c'est magnifique dans une région qui est vraiment exceptionnelle. Et là, vraiment, je dis non, j'y crois dur comme fer. Près de Lisbonne, près de la plage, près de l'aéroport, avec un prix qui est très intéressant par rapport au marché étranger à l'époque. Et là, je dis là, vraiment, il y a une pépite et j'ai envie que ce soit connu. Et donc, c'est peut-être aussi ma façon de faire briller le Portugal à l'étranger. Là, tu as peut-être ressenti un peu une flamme, justement. Voilà, je vais être un ambassadeur de la beauté et de la qualité de ce que peut offrir le Portugal. Et je vais les accompagner dans le sens où ils ne vont pas avoir besoin de passer à travers tout ce que moi j'ai vécu. Ils vont avoir quelqu'un à leur côté qui va essayer d'arrondir un petit peu tous ces angles et de manière à ce que ça se passe de manière plus fluide, plus sécurisée, moins traumatisante. Et donc ça, c'est vraiment le début de Villa Ferré. Ok. Et après, donc, tu as senti qu'il y a eu un besoin. Donc, vous avez un peu fait connaître le Portugal à l'étranger, du moins cette zone. Et tu as senti qu'il y avait un besoin grandissant. Tu as vu l'évolution, justement, de cette zone. Ah, mais c'est dingue, parce qu'à l'époque, ce qui se passe, c'est que... Et c'est un petit peu aussi une des petits messages de leçon de vie, c'est quand tu es sur ton chemin, tu le sais, parce que les choses arrivent. Les choses t'arrivent à toi. Moi, j'ai vraiment connu dans ma vie des moments où j'ai dû provoquer les choses. Et là, tu sens vraiment que tu es dans la lutte. Et c'est pas bon. Et il y a des fois où tu es sur un chemin où les choses, elles tombent du ciel. Il y a des connaissances, il y a des opportunités. Et nous, là, on arrive dans ce flot incroyable où on est contacté par les médias. Donc, on a BFM TV, on a M6, on a à l'époque. Et là, on sent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il dit, non, mais en fait... Il y a énormément de Français qui commencent à être intéressés par le Portugal. Parce que, il faut savoir que les gens qui connaissent le Portugal aujourd'hui, tu as toutes les agences immobilières vont dire « Ah oui, on travaille en accompagnant les clients étrangers, on a des clients français, américains, blablabla. » Mais ça n'existait pas. À l'époque, c'était pas... Ça n'existait pas, il n'y en avait pas. Ce discours... Non, il n'y en avait pas. Pour te dire, IAD, par exemple, tu prends IAD, qui est maintenant une belle structure au Portugal, n'existait pas. Ils n'avaient pas encore implanté leur drapeau. C'était vraiment les prémices, mais les médias commencent à chercher. Okay. Et en fait, à l'époque, la chance que j'ai, c'est que moi, donc informaticien, chef de projet, communication, tout ça, j'avais lancé un blog avec mon ex-femme, c'est elle qui gérait ça, et elle était vraiment douée pour partager notre expérience par écrit. Et en fait, on a reçu une traction très forte. Et du blog, les médias nous ont trouvés. Et là... quand on a fait le journal du matin sur BFM TV, ça a été une explosion conséquente. Hein. On a gagné une grosse visibilité et ça fait partie un petit peu des choses qui ont fait qu'ensuite on a construit ce modèle d'accompagnement des investisseurs étrangers, notamment francophones, au Portugal. Et on s'est un peu positionné comme votre point de contact et de confiance au Portugal. Vous arrivez au Portugal, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance en termes de prix, en termes de localisation, parce que moi, je l'avais vécu quand j'avais, par exemple, commencé à travailler en Angleterre. Tu arrives, tu dis, mais où est-ce que je dois vivre ? Et c'est quoi les bons prix ? C'est quoi les bonnes zones ? Et comment je fais pour choisir ? En fait, on n'y connaît rien. Et on a besoin de quelqu'un qui te dise... Et il faut que ce quelqu'un, il ait votre intérêt
réellement dans son cœur. Et donc, c'est vraiment le positionnement qu'on a pris. On a dit, on va se positionner du côté de l'acheteur. Et ça, c'était un nouveau concept. C'est-à-dire que l'agent immobilier, en général, il a un bien et il essaye de vous le vendre. Et là, nous, non, mais on ne va pas avoir de bien, en fait. On va dire, dites-moi ce que vous voulez. On va faire ce qu'on appelait à l'époque un diagnostic. Et à travers le diagnostic, on va comprendre qu'est-ce qui vous correspond. On va le chercher pour vous. On va le négocier pour vous. On va vérifier que tout est OK au niveau des papiers et on va vous amener jusqu'à la transaction. Et ça, c'était le nouveau concept. Donc, un petit peu en déviation de la construction, il y avait ce projet, effectivement, que je continuais à gérer avec mon partenaire. Mais il y a ce nouveau concept d'accompagnement qui commence à vraiment avoir du sens. Et c'est là où je commence à recruter une équipe dont tu as fait partie. Et oui. Tout jeune, tout frais, tout insouciant. Et, fantastique. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup. On a trouvé le concept génial. Je me rappelle des fois, on te challengeait quand même parce qu'on n'avait pas vécu ce que tu as vécu. Ouais. Mais est-ce que ce côté vraiment accompagner les gens, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que et toi, tu en étais tellement persuadé aussi par l'avoir vécu. Et puis après, je veux dire, on l'a fait de nombreuses fois. Et on s'est rendu compte que ouais, c'est quelque chose qui est super utile. C'est quelque chose ça faisait la différence. Ouais, que je fais encore aujourd'hui. On change peut-être le nom de diagnostic et tout ça, mais je suis tellement persuadé que l'accompagnement, il faut quand même remettre chaque étape. On est à l'étranger, souvent on ne connaît pas le Portugal, on est venu 1 ou 2 fois. Peut-être qu'on va connaître quelques zones, mais pas certains. Donc après, on a besoin d'un conseil lié à où est-ce que c'est bien habité, où est-ce qu'il y a des écoles, où est-ce que c'est sympa, où est-ce qu'il y a une communauté. Et après, il y a une autre chose qui est une expertise du marché. Exactement. Pour moi, c'était ça. Comment je sais si ce que j'achète dans un terrain que je ne connais pas, c'est au bon prix? Exactement. Est-ce qu'on est en train... Parce que bien sûr, et on en parlait au début, quand tu arrives dans un terrain inconnu, il y a cette paranoïa qui fait que tu crois qu'on va t'arnaquer. On va profiter de toi. En plus, quand tu es étranger, que tu arrives dans un pays qui économiquement est un petit peu moins développé, eh ben, tu vas tout de suite dire, ouais, en gros, je suis le Français plein de fric et les gens, ils vont profiter de moi. Et donc, on a cette paranoïa, on a peur, on a ce ressentement et je pense qu'il faut quelqu'un là qui te dit, non. Là, vraiment, c'est une offre tout à fait concrète, tout à fait correcte. Et là, sinon, comment tu veux savoir? C'est ça. Alors, je pense qu'on a eu le cas des gens qui ont dit je comprends votre service, mais moi je suis débrouillard, laissez-moi faire, et qui ont rappelé. Tout à fait. Qui ont rappelé par la suite. Et oui, on le voit. Après, il y a le processus bancaire quand les gens ont besoin. Et l'accompagnement donc, de la recherche, c'est aussi être capable de dire oh là, attends, ton projet il n'est pas faisable, perds pas du temps. Mais bien sûr. On est là aussi. J'ai tel et tel budget. Pour être transparent. Je veux une maison avec une vue mer. Ouais. Bah, écoutez, désolé, mais je vous dis tout de suite, c'est pas possible. Parce qu'il y a une réalité du marché. Et alors oui, on a tout vu, hein, et c'est compréhensible. Parce que les médias aussi, à un moment donné, ils ont vendu le Portugal comme le pays le moins cher d'Europe. Ouais. Et c'est pas vrai. C'était pas vrai à l'époque, et c'est encore moins vrai aujourd'hui. Donc non, le marché est ce qu'il est. Et les biens, ils ont une certaine valeur. Et souvent, il faut aider l'investisseur, le client acheteur, à se réajuster par rapport à la réalité du marché. Et parfois, il y a des gens qui nous insultaient parce qu'ils avaient une vision du marché qui était totalement différente. Et quand on leur présentait la réalité, elle était inacceptable et ils s'en prenaient à nous. Ouais, tu te rappelles, même il y a 7-6 ans, il y a des gens qui nous disaient non, alors là, vous êtes en train de vendre du rêve, c'est n'importe quoi. Moi, j'attends, là, le marché... ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Moi, je viens avec 120 000 euros, j'ai acheté un palace. Non. Je pense qu'ils sont encore en train d'attendre que... Oui, malheureusement, oui. Et je pense que maintenant, ceux qui ont attendu, c'est clair qu'ils doivent un petit peu le regretter. Hein. Ouais. Mais ouais, voilà, je pense que c'est quelque chose qui était hyper important aussi de partager. Et donc, moi, j'ai grandi, j'ai appris, tu as été mon mentor dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je vois que cette structure, donc plus je le faisais, plus je croyais à ce système. Et aujourd'hui, je m'en sers encore. Donc, c'est magnifique de voir que tu as continué. Entre les lignes, d'ailleurs, à un moment donné, j'avais proposé à Jules de reprendre Villa Feria, qui a été repris ensuite. La marque a été reprise par 2 autres amis qui sont en train de faire un bon boulot. Mais je suis heureux de voir que tu as créé finalement ta propre marque et que tu es en train de suivre le chemin. C'était génial de te voir apprendre, grandir. Jules, t'avais faim, t'avais envie d'apprendre. C'est fantastique quand pour un manager ou pour un entrepreneur ou un gérant d'entreprise, d'avoir quelqu'un comme toi dans l'équipe qui
qui demandent qu'à apprendre et à réussir, c'était fabuleux. On s'est éclaté. C'est clair. On a fait des journées visites, à sauter dans la piscine une fois que c'était fini. À 50 degrés, où on devait changer de chemise dans la voiture. entre chaque visite. C'est des non, et c'est vrai, hein, je me rappelle, j'ai commencé, j'avais envie d'apprendre et d'aller vite. Et aujourd'hui, j'ai cette expérience, mais j'ai envie aussi de faire les choses un petit peu différemment, continuer. Là, on s'appuie. Aujourd'hui, on fait des podcasts, on s'appuie pas mal sur le digital et tout ça. Et voilà, c'est vraiment quelque chose. Par contre, avec cette expérience et cette conviction, on apporte vraiment de la valeur à nos clients acheteurs ou à nos clients vendeurs. Et ça. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut dire, c'est que dans tout ce modèle, je pense qu'il nous convainquait le plus, c'est que en plus, ça coûtait pas plus cher. Et ça, c'est important. Parce que nous, en fait, on partageait la commission agence avec le vendeur. Donc, c'était un système qui était basé sur le partage de commission entre une agence qui représentait le vendeur et une agence qui représentait l'acheteur. Et donc, vraiment, on essayait d'expliquer aux gens, attention, notre accompagnement, il ne vous coûte pas plus cher. Ça, c'est quand même fort. Partez l'esprit tranquille. Mais c'est ça. mais vraiment, encore aujourd'hui, ça va m'accrocher parce que c'est dingue de se dire pourquoi se refuser cette aide. Et à l'époque, c'était un argument fort. Même dans l'organisation des visites. Et bien sûr. Nous, on contacte des partenaires, souvent des partenaires qu'on connaît. Ils ouvrent les portes beaucoup plus facilement pour réussir à trouver des solutions pour les visites. Dans la négociation, la valeur qu'on apporte dans la négociation. Parce que souvent, on arrive à savoir à travers notre partenaire qui représente le vendeur, dans le cas où on accompagne un client acheteur, la vérité par rapport à la situation du vendeur. Entre professionnels, on arrive à partager des infos qui sont un peu plus délicates, un peu plus directes, on va dire. Il y a moins de masques. Et il faut aussi souligner, encore aujourd'hui, je pense que c'est le cas, quand on regarde sur Internet, il faut savoir filtrer, parce qu'il y a une majorité des annonces qui sont soit des attrapes clients, soit des vieilles annonces. Mais en gros, il y a beaucoup de biens en ligne qui ne sont pas réels. Avec les 3D ou les mètres carrés. Cette maison, elle fait 300. Qu'est-ce que tu prends en compte dans les mètres carrés? Et quand tu es Jules et que tu as analysé le marché depuis 3 ans, tous les jours, le truc, c'est que Jules, il connaît toutes les annonces. Donc aujourd'hui, je suis sûr que si je te demande dans l'air d'Adaloer, qu'est-ce qu'il y a à vendre? J'appuie sur le buzz. Non, tu sais, tu connais les biens. Vous imaginez un petit peu se faire accompagner par un gars qui est là tous les jours, qui connaît tous les biens, qui les a déjà visités. Vous gagnez un petit peu du temps et vous limitez vos risques. Je pense qu'on a assez vendu le principe. Non, mais c'est intéressant de partager. Enfin, c'est toi qui as lancé ça, de partager cette compréhension aussi de ce principe. On peut parler un peu du marché, justement, pour être vraiment un peu plus spécifique sur l'immobilier. Là, je ne vais pas me faire des amis. Mais je pense que le but, c'est, comme toujours, d'être transparent. Ouais, je le suis. Et je pense qu'il faut aussi qu'on parle ensuite du côté un petit peu dark de ce modèle. Exact. Parce maintenant, on a vu toutes les beautés, et je pense tout ce qui venait de nos bonnes intentions, mais il y a eu ensuite des problèmes et des difficultés. Le marché, pour moi, je suis personne pour juger, juste quelqu'un qui a humblement investi à une époque et qui aujourd'hui se pose des questions, parce que franchement, j'ai vu une inflation des prix effrayante. Effrayante. On est à plus du double. Ouais. On est à plus du double. Donc oui, en 2015-2016, quand moi je suis arrivé, les prix n'avaient pas encore récupéré le post-crise des subprimes. Donc on était dans une position favorable. Ok, allez, tu prends 20%, tu te remets au niveau d'avant-crise. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est un engouement qui a été alimenté aussi par des vendeurs principalement portugais, qui se sont dit, bon, tout le monde a la folie pour le Portugal, je vais en profiter, je vais augmenter mon prix et sur un malentendu, je vais réussir à le vendre. Et en fait, cette vague inflationniste, elle s'est auto-alimentée. Exactement. Et on devenait fou. On voyait le prix des terrains exploser et on se disait non mais ça va jamais se vendre. Et boum, la semaine d'après, le jour d'après, c'est parti. Cette maison, une maison qui valait 500 000 encore il y a 3 mois, qui est vendue 750. Mais le problème, c'est les vendeurs faisaient des tentatives un petit peu folles. Plus cher que le voisin, plus cher que le voisin, plus cher que le voisin. Et d'un coup, tu as un acheteur qui arrive et qui met le pactole. Et alors là, on se dit, attends, c'est en train de devenir ridicule. Et aujourd'hui, je regarde les prix,
Je suis en train, par exemple, en ce moment, de comparer le centre de Lisbonne avec le centre de Barcelone. Il y a des meilleures offres à Barcelone. Alors, je ne dis pas que Lisbonne et Barcelone, on n'est pas là pour comparer l'un ou l'autre. Mais à un moment donné, tu commences quand même à te dire, bon, on a atteint des niveaux qui sont effrayants. Et comme dit, est-ce que ça veut dire nécessairement que les prix vont baisser ? Là, je suis pas très convaincu. Boule de cristal. Ouais, mais je suis pas très convaincu. Et c'est ce qu'on dit, c'est que les gens viennent pour chercher la qualité de vie au Portugal et s'installer, et la sécurité, et venir avec leur famille, et se rapprocher des amis qui sont déjà là. Et donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de signe. Alors on peut parler du côté, quand tu dis côté dark, c'est vrai que pour beaucoup de Portugais, c'est plus compliqué quand on voit les loyers ont explosé. Les loyers comparés au salaire et tout ça. Ça, c'est malheureux. C'est comme ça dans chaque, je pense, boom de ville. C'est l'évolution du marché. Effectivement, il y a un petit peu un exode qui se fait au niveau des grands centres, parce qu'à un moment donné, les locataires sont forcés de s'éloigner pour maintenir un niveau de loyer équivalent. Ça fait partie de l'inflation des choses. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est un fait. Ouais. Et c'est vrai nous au début, on n'aurait pas parié sur une telle évolution. Non, j'aurais jamais imaginé. Honnêtement, ça a pris des amplitudes, des envergures que je pense personne aurait pu imaginer. Donc on va pas essayer de lire dans notre boule de cristal. On verra comment ça évolue. Non, mais c'est vrai. Je pense que ce qui est clair, je pense que maintenant c'est mieux connu, mais si vous allez au Portugal pour faire une bonne affaire, vous risquez d'être déçu. C'est vrai. Hein, non, faut payer le prix. Je pense qu'un point qui est intéressant d'aborder, on a toujours, et je dis toujours à mes clients, à nos clients à l'époque, qu'acheter un terrain et faire construire. Donc là, on ne parle pas de passer à travers un promoteur qui va s'occuper, c'est des projets clés en main et tout ça. Là, je parle vraiment d'acheter un terrain et de faire tout ce processus, d'obtenir une licence, de trouver le bon constructeur, de faire construire sa maison, de devoir gérer ça par soi-même et tout ça. On a toujours dit, mais voilà, c'est quelque chose de risqué, on ne le conseille pas. Toi, tu l'as fait personnellement. Plusieurs fois. Et donc, tu as eu toujours plus d'expérience. Et là, même, tu l'as encore fait récemment. Et malgré toute l'expérience accumulée, tu en as quand même passé des heures au chantier et à la mairie, avec les architectes, enfin, un nombre d'heures. Et c'est encore compliqué. C'est un enfer. C'est un enfer, il ne faut pas se cacher. En tout cas, moi, de mon expérience, c'est un enfer. L'expérience beaucoup de retours d'expérience. C'est pour ça que j'aborde le sujet. Oui. Je sais que... Pourquoi ? Tout simplement parce que rien ne se passe comme prévu. Parce que ça demande énormément d'investissement personnel. Puisque on retourne aux bases. Au niveau de la communication, c'est compliqué. Au niveau du choix des matériaux, au niveau du respect des plans, du respect des normes. Parce que la construction, elle avance. Et souvent, les gens qui sont dans la construction, ils sont peut-être moins qualifiés que ceux qui comprennent les plans. Et donc, il y a toujours un petit peu un gap, une différence entre ce qu'on est censé faire et quand tu arrives sur le chantier, ce qui est fait. Et parfois, tu arrives, et si tu n'es pas là pour empêcher une connerie géante, eh ben, elle va être faite. Et ensuite, maintenant, c'est fait. Et en fait, c'est ça à répétition. Tu as l'impression sans cesse d'éviter des crises. Et si tu n'es pas là, tu vas avoir des problèmes. Donc en fait, ça crée un stress permanent. Parce qu'à chaque fois que tu n'es pas sur place, il y a cette angoisse de découvrir par la suite ce qui s'est passé. Ouais, et puis là, je veux dire, tu es responsable de ce qui est fait. Et donc, il faut que tout soit fait by the book pour obtenir... Donc, on a une licence, on obtient une licence de construction. On dépose le projet qu'on a imaginé avec l'architecte, qui doit correspondre à un certain nombre de mètres carrés par rapport au terrain. Non, sachant que les règles sont extrêmement strictes. Ouais. Extrêmement strictes. Il faut absolument respecter les règles d'urbanisme pour obtenir la licence. Récemment, sur un projet d'Airdat, pour vous dire, on a eu 7 à 8 inspections de la mairie pour vérifier la conformité du produit avec le plan. Ouais. Et sans forcément maîtriser les délais aussi. OK, quand est-ce que je vais pouvoir commencer à construire, même si là, il commence à y avoir des choses qui sont mises en place pour aider. Et après, il y a cette licence d'habitation à la fin de la construction. Donc, encore une fois, dépendant de la mairie, dépendant d'être sûr que tout était bien fait par le constructeur. Donc, encore une fois, toi, tu avais de l'expérience là-dedans. Donc, tu as été sur le terrain, tu voyais. Mais si tu ne vois pas et que tu as une inspection
de la mairie et que c'est pas conforme, c'est ta responsabilité. Ouais. Ou même plus simple, règle, norme de sécurité. Ouais. Tu es simplement un investisseur qui a acheté un terrain et qui paye un constructeur pour faire ta maison. Okay, si ce constructeur il utilise des échelles qui ne sont pas aux normes, qui sont dangereuses, si ce constructeur il ne met pas de rambarde au niveau du premier étage, tu es responsable à 100%. S'il y a une inspection, c'est toi qui payes l'amende. S'il y a quelqu'un qui se blesse, tu es responsable. Et moi, je dis, mais attendez, mais qu'est-ce que j'y peux? Moi, j'ai payé un gars, c'est à lui de s'organiser. Non, c'est vous le responsable. Non, et la différence, encore une fois, quand il y a un promoteur, ça veut dire que lui, il va quand même vouloir finir son projet. Quand il y a un constructeur, s'il commence à y avoir un conflit, comme on en parlait tout à l'heure, si ça commence à parler un petit peu fort, ou un malentendu, ou une mauvaise gestion en général, de prendre beaucoup de chantiers en même temps. Et oui, un constructeur est aussi un chef d'entreprise et doit être capable de gérer ses équipes. Il y a quand même beaucoup d'exemples où il y a eu trop de projets pris en même temps, difficulté à gérer le cash flow, difficulté à gérer les équipes. Donc on est hyper dépendant dans ce cas-là de une personne. C'est un risque énorme, puisqu'en fait, quand le constructeur commence à être trop ambitieux ou avare et qui commence à utiliser l'argent d'un projet pour financer celui d'avant, là on crée un effet de cascade où il va accepter de plus en plus de projets pour payer de plus en plus de dettes et il s'en sortira pas. Il s'en sortira pas. Ça, c'est mon expérience, c'est que là on a atteint les limites du système et en fait c'est ce qui s'est passé, on va dire, à partir de 2020. Il y a eu un tel engouement que c'était une euphorie et que les constructeurs ont gagné en confiance. C'est l'offre et la demande. Il y a eu un déséquilibre. Voilà, ils ont tout pris. C'est bon, je vais réussir. Mais ils avaient 3 gars. Dans les 3, il y en a 2 qui sont partis parce qu'ils étaient fatigués de travailler. Et là, on se retrouve sans rien. Et puis, du coup, le projet est bloqué. Du coup, le client ne paye plus. Et du coup, il doit avancer sur l'achat des matériaux pour un autre projet. Et là, en fait, c'est l'effet en chaîne. Et tout est figé. Donc, ça veut dire que toi, en tant que particulier et non expert de ce domaine, tu dois retrouver une entreprise qui va peut-être sentir le coup et dire bon, bah, moi, je vais te facturer 30-40% plus cher. Mais ils vont se faire plaisir. Ou trouver des gars, mais tu n'es pas capable d'être maître d'œuvre. Non, et puis attention, en tant que professionnel, il n'y a personne qui aime prendre la responsabilité d'un chantier qu'il n'a pas commencé. C'est vrai. Donc, c'est très rare quelqu'un qui va dire ah, ok, les fondations, ce n'est pas moi qui les ai faites, mais moi, je vais me responsabiliser sur la construction finale de la maison. Ah non, parce que alors, ça, c'est la règle numéro 1 dans la construction. Hein. C'est jamais ta faute, c'est toujours la faute de celui d'avant. Hein. Et donc, le peintre, il va dire que c'est le plâtre qui est mal fait, le plâtrier, il va dire que c'est le mur qui n'est pas droit, et le mec qui fait le mur, il va dire que c'est la fondation qui était mal faite. Surtout que maintenant, on est sur 10 ans de garantie de construction. Tout à fait. Donc, faut être courageux, faut être costaud, à moins que tu payes le prix. Si tu payes le premium, tu vas trouver une entreprise tout à fait costaud, responsable et professionnelle qui va te faire le boulot. Mais tu vas payer et en fait, le prix. On y revient sur dire je fais construire mon projet aussi pour économiser la plus-value qu'un vendeur ou qu'un promoteur peut se faire. Soit ce n'est pas le cas parce que ça va être un casse-tête, on y laisse la santé et le temps du projet, ça va être sur 3 ans, 4 ans. Donc là, au niveau du cash flow, au final, vous n'allez pas être gagnant. Non. Ou alors, tu payes vraiment le premium. Et encore une fois, ce n'est pas risque zéro. Tu diminues tes risques, mais en termes de coûts, ça sera la même chose. Et il va falloir attendre, être prêt à attendre. Et donc, conclusion, nous, en tant qu'accompagnateurs, on essayait de fournir des garanties. Alors, déjà, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Parce que comment est-ce que moi, je peux garantir que ça va bien se passer ? Comment est-ce que moi, je peux garantir le résultat final si ce n'est pas moi qui fais le travail ? Là, on a été peut-être un peu trop ambitieux. OK, il va falloir réévaluer ça. Je me rappelle les suivis de chantier. C'était impossible. Et alors, c'est compréhensible, mais le client acheteur qui vous a fait confiance et qui a dit bon, bah, OK, ces gars-là, ils vont me protéger, ils vont assurer. Ah, mais quand ça se passe mal, c'est notre faute. Et nous, on se retrouve un petit peu coincé entre un constructeur qui fait son travail, qui essaye de bien le faire, le client qui n'est pas content. Et donc, en fait, le constructeur n'est pas content et il se plaint. Le client n'est pas content et il se plaint. Et au final, nous, on se retrouve au milieu. C'est difficile. C'est une situation qui est très... Donc, attention, là, on se remet en question et on dit, OK, faut faire gaffe aux promesses qu'on fait. Et là, naturellement, on va arrêter de conseiller
les projets de construction à partir d'un terrain. Et on va beaucoup plus favoriser l'achat de maisons terminées. Ou des projets. Ou des projets qui ont déjà bien avancé. Pourquoi ? Pour dire, là, vous pouvez au moins voir, toucher, visiter le bien. Et vous évitez beaucoup Moi, mon apprentissage de ça, c'est aujourd'hui, les constructeurs, donc qui sont plutôt des promoteurs avec qui je travaille, je sais qu'ils ont les reins solides financièrement, je sais qu'ils ont de l'expérience sur le marché, je sais que ce n'est pas un particulier, et je sais qu'on peut faire confiance. Parce que, encore une fois, c'est ma crédibilité au milieu de cette histoire. Et voilà, moi, ça a été le gros apprentissage. C'est vrai. Et je n'aide pas sur l'achat et trouver une équipe de construction et dire que tout va bien se passer. Mais je pense que voilà, c'est un sujet... C'est risqué. Voilà, même avec ton expérience, quelqu'un d'expérience qui l'a vécu, on voit que c'est compliqué. Non, et franchement, c'est ce qui m'a épuisé dans cette profession. C'est-à-dire que la partie accompagnement, quand on avait notre équipe, on s'est éclaté et ça s'est très bien passé. Mais à un moment donné, j'ai plongé un peu trop profond dans le monde de la promotion et de la construction. Et ça m'a demandé de ma personne. Je devais aller tous les jours sur le chantier, me battre avec les constructeurs, dire aux ouvriers quoi faire. Parfois, même moi, mettre la main dans le cambouis et participer. Et ça, c'est pas grave. Je suis bosseur, ça me dérange pas. Mais ça coûte. Parce que quand tu fais quelque chose que tu n'es pas censé faire, ça fait beaucoup plus mal. Moi, j'aime bien bosser, mais pas quand j'ai payé quelqu'un pour le faire et au final, c'est moi qui dois le faire. C'est clair. Là, ça commence à être un problème. Et c'est arrivé trop de fois et je pense que petit à petit, j'ai commencé à vraiment me dire non, mais ça, j'ai donné. J'en peux plus. Mais justement, où est-ce que ça t'a amené ça au jour d'aujourd'hui? Ça, je pense que si on posait une question ouverte, personne n'aurait pu le deviner. Mais je pense que c'est intéressant parce que quand on raconte comme ça, c'est comme si j'ai essayé jusqu'à que ça marche plus et après j'ai fui. Et je pense que tu peux voir ça de ce point de vue. Je pense que j'ai donné mon maximum. J'ai servi à un moment donné où il y avait cette vague. Ouais. Et après, il s'est passé deux choses. Je commençais vraiment à être fatigué au niveau des suivis de chantier. Je dis, je lance plus. Une fois que j'avais livré les projets que j'avais pu gérer, je veux plus me relancer là-dedans. OK. Et deuxièmement, la folie du marché. Parce qu'à un moment donné, je croyais plus dans notre promesse. Moi, je disais, on va vous arranger une vie de rêve au Portugal avec un investissement intéressant. Et là, en fait, l'investissement intéressant, non, ça se transformait plus en oui, on est d'accord, le prix est conséquent, c'est un investissement conséquent, donc faut le vouloir. Et là, moi, quand je le sens plus au niveau du cœur, c'est un signal qu'il faut que j'arrête. Okay. Et donc, à un moment donné, et ma fatigue de je veux plus faire de construction, et c'est quoi cette folie au niveau du marché, je peux plus me porter garant que ça vaut le coup. Ouais. Il faut qu'on arrête. Ouais, et puis tu avais masterisé ça pendant un certain nombre d'années 5-6 aussi. 5-6 ans, c'est pas mal pour une entreprise. C'était le moment, et c'est ce que je te disais à toi à l'époque, je disais, Jules, il faut que je lâche, parce que j'ai plus la passion, j'ai plus la foi dans ce qu'on fait. Il faut que je le passe à quelqu'un d'autre qui va refaire, vivre et vibrer cette marque. Ouais, d'une façon différente. Peut-être différente, exactement. Et donc, à cette époque, il y a ça, et puis, comme dit, c'est vraiment, je parle avec le cœur, c'était vraiment des moments difficiles. Les conflits avec les clients qui ne sont pas satisfaits, les problèmes avec les constructeurs. Parfois, on arrive à se crier dessus et tu te demandes où ça va finir. Et on parle quand même de chantier. Hein. C'est quand même un niveau où on est assez... sanguin. Voilà, on est assez brut. Et donc, tout ça... J'ai besoin un peu de retrouver une harmonie, une paix, un plaisir, parce que le combat tous les jours, ça t'endurcit, tu vois. Et en fait, voilà, il y a une nouvelle pierre qui se dépose sur mon chemin. Tu es reparti à zéro. Je trouve ça hyper intéressant parce que les gens vont dire mais pourquoi on parle de ça? Mais en fait, c'est aussi un lien hyper fort avec le fait de repartir à zéro, d'être de nouveau vulnérable, d'être capable de dire « Ok, là, faut que j'apprenne, ça va pas être facile » et de se tenir à un objectif. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui? C'est ça, c'est la danse. Donc, en fait, la question qui m'a fait aller à mon premier cours de danse, à Charneck, au Aqua Fitness, c'est qu'est-ce qui me donne le plus envie et qui me fait le plus peur.
C'était vraiment... Je me suis posé cette question. C'était un moment quand tu as besoin de te réinventer, tu as besoin d'une nouvelle aventure. C'est qu'est-ce qui me donne envie et qui me fait peur? Et la réponse qui m'est venue, c'est la danse. C'est un truc que j'ai toujours voulu. J'ai une grand-mère qui est une danseuse semi-pro, on va dire. Et j'ai toujours eu un lien fort avec la musique. Et en fait, c'est ce truc que tu aimerais savoir faire, mais que tu sais pas faire. Un peu comme le grand écart. Tu vois, ça, je pense que j'arriverai jamais à le faire. Ça dépend. Ne jamais dire jamais. Ouais. Mais voilà. Et donc, je vais à mon premier cours de danse. Et alors là, je sors du chantier. Hein. À l'époque, je sors du chantier, je vais au cours de danse. Le monde part. Et là, d'un coup, je me ressens... à sentir des émotions fortes. Bien sûr, une grande position de vulnérabilité où je suis le pire de la classe et tu dois un petit peu regarder quelqu'un en face de toi, mais aussi cet aspect social, humain, le contact et tout ça. Et je sens un échange, je sens une bienveillance. Ça me manquait énormément à l'époque parce que c'était combat après combat, conflit après conflit. Et d'un coup, là, je retrouve un sentiment d'harmonie, de respect et de bienveillance. Et waouh! Je sors de ce cours et j'arrive pas à m'arrêter de sourire. J'arrive pas. J'étais allé en vélo. J'arrive pas physiquement. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre une expérience qui te fait sourire à un point que ton cerveau est bloqué. Et je dis bon, écoute-toi, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Et de fil en aiguille, donc je commence à participer à ces cours de façon régulière. Et de là, je vais à d'autres cours. Et de là, je commence à être complètement accro à un style de danse qui est la bachata, qui est une danse latine, qui correspond aussi à des souvenirs de vacances en République dominicaine, une musique que j'adore, tac, tac. Et là, je commence vraiment à me passionner. Je commence à aller en Espagne pour faire des cours, pour commencer à découvrir ce qui se fait vraiment sur la scène la plus développée. Et petit à petit, en fait, à travers mes voyages, en Espagne et ailleurs, je reviens au Portugal avec des connaissances, avec des infos, avec des expériences, et je commence à inspirer les autres. Et moi, ce que j'ai adoré là-dedans, c'est qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'en foutais du regard des autres? Ah ben oui, non mais c'est ça. Il y a combien de personnes ou des clients qu'on avait en commun ou des amis? Et Greg, on le voit plus, qu'est-ce qu'il fait en même temps? Il danse, fait de la bachata. Regarde son Instagram et il est en train de faire le couillon sur Instagram. Et en fait, c'est ça. Et toujours principe de vulnérabilité. C'est-à-dire que j'ai dit, je fais ça et je veux montrer aux gens finalement l'histoire d'un gars qui commence à danser et qui n'a pas honte et qui ose se mettre disons sur le devant de la scène. Et je voulais emmener les gens avec moi en disant vous allez m'accompagner dans mon évolution de totalement débutant à j'espère quelque chose de correct. Mais je l'ai fait sans savoir où ça allait me mener. Et en fait devenir prof de danse, c'est quelque chose qui, un peu comme tout ce que je disais avant, ça on m'a appelé à être prof, c'est pas moi qui ai décidé. À l'époque, je me résistais même. Je dis non, moi la danse c'est un truc qui me fait plaisir. J'ai pas envie d'en faire un métier. J'ai pas envie de travailler pour ça et j'ai pas envie d'être prof. Je suis pas assez bon pour être prof. Sauf que comme je faisais mes va-et-vient et que j'avais des informations un petit peu différentes, il y a des gens qui ont commencé à me dire tu peux nous montrer ce que tu as appris là. Tu peux m'expliquer comment ils font ça. Et voilà, de fil en aiguille, je me retrouve à Lisbonne à donner des cours, à l'époque, des cours gratuits dans le parc du Jardim d'Estrela. Et de fil en aiguille, je me retrouve dans une école de danse, dans une deuxième, dans une troisième. Et aujourd'hui, voilà, je suis prof régulier, je donne des cours quasiment tous les jours. Je vais dans des festivals dans l'Europe entière, à apprendre, mais aussi à donner des cours et à partager. Et c'est fantastique. Et on voit que, mine de rien, c'est un cumul d'expériences de vie parce que voilà, tu n'es pas prof de danse, d'un coup tu es arrivé à dire ok, mon objectif, prof de danse et tout, c'est venu, mais tu utilises aussi des outils que tu as appris dans ta vie. Tu as été coach, tu l'utilises pour ça, tu as fédéré dans ton aventure entrepreneuriale, tu as essayé de fédérer des gens autour de toi, tu le fais aujourd'hui avec la danse, tu as essayé de masteriser quelque chose soit dans ton expérience corporate ou entrepreneuriale. Là, tu essayes et tu le fais dans la danse. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Le lien, c'est que chaque expérience de vie, au final, on l'utilise et peu importe le domaine. Mais 100%. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Steve Jobs, son discours Princeton, je crois. Et il parle de connecting the dots, lier les points. Et il dit que quand tu vis ta vie, tu ne peux pas forcément comprendre
pourquoi ce que tu fais aujourd'hui, ça va t'aider. Mais quand tu regardes en arrière, ça a du sens. Et moi, je trouve ça magique. Vraiment, c'est quelque chose qui me fascine toujours plus avec l'âge et avec l'expérience, c'est combien effectivement tout sert. Donc, si tu réfléchis, je te donne un petit peu un résumé. OK, moi, je suis ingénieur informaticien. Donc, j'ai l'informatique comme atout. C'est ce qui m'a poussé, par exemple, à faire le blog. Parce que je comprenais qu'il fallait être visible sur Internet, il fallait un site qui ait un accès, c'est ce qui allait t'apporter du marché. Ensuite, j'ai une formation de chef de projet et de manager. Donc, tout ce qui est leadership en termes de communication, gestion des ressources humaines, planification, gestion des projets, gestion des finances, tout ce que j'ai appris grâce aux grandes entreprises américaines, je l'ai mis en pratique dans la gestion de ma petite micro-entreprise Villa Feria. Je gérais l'équipe comme je gérais une équipe de 250 personnes chez Mars. Mais je le faisais, donc j'appliquais les mêmes théories et principes, mais à petite échelle. Et en fait, ça marche très bien. Et donc, si tu veux, j'ai eu la chance de me former avec les meilleurs du monde. J'ai fait toutes les meilleures formations grâce aux grandes entreprises qui te donnent accès à vraiment de la haute qualité en termes de coaching, de formation et de challenge. Et ensuite, j'ai réussi à mettre ça en avant. Donc OK, l'informatique, boum. Le management et la leadership, OK, tu fais Villa Feria. Et qu'est-ce qu'un prof de danse il fait avec ça? Un prof de danse, avant d'être danseur, il est prof. Et pour être prof, il faut savoir fédérer, il faut savoir inspirer, il faut savoir impacter, influencer. Être respecté aussi d'une certaine manière. Et donc, au jour le jour, j'utilise mes connaissances de leadership, de communication, mais aussi dans le digital. C'est vrai. Toute la stratégie digitale sur le marketing, sur comment tu te fais connaître, comment tu fais des vidéos, comment tu impactes, etc., etc. Donc, en fait, même en tant que prof de danse, tu peux énormément utiliser tes compétences de leader, de manager et d'ingénieur informatique. C'est ouf. Moi je trouve ça dingue. Et donc, ça veut dire que si un ingénieur informaticien, il peut devenir prof de danse, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, ça peut vous servir à faire autre chose d'incroyable. Et je pense qu'il faut juste toujours s'appuyer sur ses forces. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai fait. C'est un chemin, c'est de l'apprentissage. Je me retrouve quelque part de nouveau, mais j'utilise ce que je sais faire. Et là où je suis bon. Et je pense que ça, c'est une belle recette pour le succès. Utilise tes forces et utilise ce que tu as appris avant. Tu n'arrives pas quelque part de nouveau et tu fais semblant que tu es une nouvelle personne et que tu as oublié qui tu es. Non, tu es quelqu'un, tu as une expérience et tu as des qualités et tu as des forces. Et en fait, il faut les amener avec toi. Il faut les mettre en avant. Et tes difficultés. Ne pas s'arrêter sur les difficultés et se dire, OK, je comprends. Peut-être pas maintenant à quoi ça me sert, mais tu vas tellement apprendre de ça. Tout arrive pour une raison, ça a dirigé ma vie jusqu'ici, ça continuera à le faire. Il faut avoir la foi, il faut rester ouvert, il faut rester vulnérable. On passe par des expériences qui sont pénibles, qui sont difficiles, qu'on aimerait ne pas vivre, mais elles sont nécessaires pour nous aider à grandir, pour nous aider à apprendre. Du moment que tu regardes avec un esprit constructif, tu passes à travers toute expérience de ta vie et tu arrives à en tirer quelque chose de bon, même les plus pénibles. Incroyable. Yes. Greg, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets, pas mal de sujets différents, personnels, professionnels, entrepreneurial. Je pense que c'était vraiment, vraiment le but. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces étapes avec beaucoup d'honnêteté et de transparence sur comment toi, tu as vécu les choses. J'espère que ça va inspirer pas mal de personnes. J'espère que tout ce qu'on a abordé au niveau plus immobilier, ça va aider aux futurs acquéreurs d'anticiper un peu certaines choses. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis. Ceux qui sont inspirés et qui veulent aller danser, ça, on vous mettra le lien. C'est le projet immobilier et puis ensuite on va un petit peu s'amuser ensemble pour laisser aller des tensions et des choix difficiles. Merci beaucoup Greg, ciao, bonne journée à toi.